j'ai revêtu mon nooscaphandre, hein, mon scaphandre noosphérique, qui me permet d'immerger mon avatar biologique avec vous dans les mondes persistants, hein, dans les métaverses, en l'occurrence dans Second Life. Et donc, grâce à ce nooscaphandre, je vais pouvoir vous faire visiter une petite partie du Noomuseum. Alors, le Noomuseum, c'est un musée noosphérique dont j'ai commencé la construction autour des années 2000 et qui est un musée dédié à la préhistoire de la cyberculture. Un musée virtuel dédié à la préhistoire de la cyberculture. Donc pourquoi la préhistoire? C'est la préhistoire, c'est avant que Norbert Wiener, c'est tout ce qui va se passer avant que Norbert Wiener, le mathématicien américain, n'invente ou propage la cybernétique en 1948. Et donc ce musée noosphérique, c'est un ensemble de créations 3D qui mettent en scène, sous forme de diorama immersif, des moments clés de notre histoire, que je considère comme caractéristique de notre évolution cybernétique et de notre cyberculture. Alors on va s'y rendre directement, hein, tout de suite. Le premier tableau, le diorama que je trouve le plus emblématique de notre histoire de la cyberculture, que j'avais déjà mis en scène, enfin reconstruit dans le First Person Shooter, le FPS Unreal Tournament en 2004, c'est le tableau de Velázquez, Las Meninas, les Ménines, et que je suis en train de transférer là dans ce monde persistant qu'est Second Life. Alors donc, Las Meninas, les Ménines, les demoiselles d'honneur, hein, c'est ce très célèbre tableau qui a été extrêmement analysé, chroniqué en histoire de l'art de Velázquez, et qui met en scène la famille de Philippe IV, hein, la famille royale d'Espagne, et où Velázquez, vous le voyez là à gauche, parmi les personnages, un peu en arrière-plan, s'est mis en scène lui-même, en autoportrait, en train de peindre quelque chose, en train de peindre un portrait. Et il est devant lui, vous voyez, l'infante, accompagnée de part et d'autre par les deux dames d'honneur, ces deux demoiselles d'honneur qui donnent leur nom au tableau, qu'on appelle aussi la famille de Philippe IV, comme nom de tableau. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce tableau? Ce qui le caractérise, c'est cet extraordinaire jeu de mise en abîme, hein, de feedback, que va faire Velázquez. Bon, c'est pas le premier à le faire, hein, puisqu'il y a le fameux tableau de Van Eyck, les époux Arnolfini, qui joue aussi sur ce jeu de mise en abîme par un miroir, mais et que Velázquez connaissait sans doute, puisque le tableau de Van Eyck faisait partie, semble-t-il, de la collection de Philippe IV, du roi Philippe IV. Mais Velázquez, alors le jeu de mise en abîme, il est très simple à percevoir, hein, et justement on va profiter de la décomposition en 3D, on va rentrer dans le tableau, voilà, on va se rapprocher de Velázquez, ou alors vous zoomez, hein, vous pouvez zoomer avec votre caméra vers le regard de Velázquez, vers le visage de Velázquez, et vous observez son regard. Qui Velázquez est-il en train de regarder? Eh ben oui, vous l'avez deviné, Velázquez, vous l'avez vu, je veux dire, Velázquez est en train de nous regarder, nous. Son regard est dirigé vers le spectateur, nous, qui nous tenons devant le tableau, soit au musée du Prado, en réel, à Madrid, où c'est un tableau quasiment grandeur nature, soit ici, dans Second Life, sous forme d'avatar. Velázquez nous regarde. Donc, Velázquez est en train de nous peindre. Mais qui sommes-nous? Qui est-il en train de peindre? Alors, normalement, on ne peut pas savoir, puisque le tableau est invisible. Hein. Vous voyez, le tableau nous tourne le dos, donc on ne sait pas ce que peint Velázquez. Mais si vous regardez au fond de la pièce, il y a un miroir. Alors, on pense que c'est un miroir parce que il y a un très léger liseré de lumière sur le côté qui symbolise le vert, hein, qui marque la présence du vert. Et surtout, il est beaucoup plus lumineux que l'ensemble des tableaux qu'il y a au fond de cette pièce qui est très sombre, parce que le miroir reflète la zone de lumière dans laquelle se trouve tout ce groupe. Et qui voit-on? Alors on va se rapprocher des miroirs. Hein. Qui voit-on dans le miroir? Eh bien, on voit, se reflète dans le miroir le tableau que peint Velázquez, et on voit le roi et la reine. Le roi et la reine d'Espagne, hein, Philippe IV et Marie-Anna d'Autriche. Donc, nous sommes le roi et la reine d'Espagne. C'est un tableau dont nous sommes les héros.
donc une sorte de tableau précurseur du jeu vidéo, et précurseur des MMORPG, car dans ce tableau, nous sommes, du coup, par ce jeu de mise en abîme du miroir, nous devenons le roi et la reine d'Espagne. Nous sommes projetés, comme dans une sorte de machine temporelle, dans l'Espagne, dans la cour d'Espagne du XVIIe siècle. Et à la différence du tableau de Van Eyck, nous sommes des personnages exceptionnels, parce que dans le tableau de Van Eyck, c'est le peintre ou des gens de la famille qui se reflètent dans le miroir, qui sont les spectateurs. Donc c'est un peu comme dans Second Life ou dans les MMORPG, comme WoW. Ici, nous sommes des êtres, des entités noosphériques importantes. Comme dans les MMORPG, on est des chevaliers, des rois, des reines, enfin ce sont des archétypes assez courants, des femmes guerrières, qu'on retrouve très souvent donc dans les jeux immersifs. L'autre raison pour laquelle je mets en exergue ce tableau, c'est parce que c'est un tableau réaliste. C'est un tableau réaliste, c'est un tableau qui respecte les règles de la perspective inventées à la Renaissance, et c'est une sorte de trompe-l'œil, on va dire. C'est-à-dire qu'il essaie de reproduire notre perception de la réalité, avec toute la limite qu'a la construction de la perspective, comme Panofsky l'explique dans son livre, mais c'est quand même une tentative de représentation réaliste. Et en cela, ce tableau s'inscrit aussi dans un courant, je dirais dans une lignée artistique, une motivation artistique très ancienne, qui s'exprime à travers la peinture, qui va s'exprimer à travers les jeux vidéo, qui va s'exprimer à travers le cinéma, qui est la volonté de générer, de fabriquer des environnements immersifs très réalistes, dans lesquels on va se projeter, s'immerger. C'est l'expression de l'envie, d'une sorte d'envie de démiurge, mais qui n'est que l'expression de notre mode de pensée, c'est-à-dire que pour survivre, l'homme est obligé de spéculer, d'imaginer des réalités, d'imaginer les réalités à venir ou des réalités passées, et c'est un mode de fonctionnement du cerveau, et donc par là même, nous avons tendance à reproduire en art des systèmes, des dispositifs qui permettent de créer des espaces immersifs, hyper réalistes. Donc j'ai appelé ce courant l'hyperréalisme immersif, et ce tableau est aussi emblématique de cette démarche-là, à la fois par sa facture formelle, par son traitement, mais aussi à la fois par le jeu de mise en abîme incroyable de ce miroir. Alors un autre élément qui est intéressant, après on rentre dans l'histoire du tableau, et elle est immense, donc il est très chroniqué, donc je vais juste survoler les éléments clés, mais ça serait dommage de pas le faire. Un autre jeu immersif ou un autre jeu de mise en abîme qu'on pourrait faire, mais là ça devient plus délicat, c'est mais j'oubliais aussi très important. Je vais y revenir, mais il y a le jeu de miroir, c'est-à-dire que reflète le miroir. Il y a un débat chez les critiques d'art qui est intéressant à ce niveau-là. C'est qu'est-ce que le miroir reflète? Est-ce que le miroir reflète le tableau, ou est-ce que le miroir reflète le roi et la reine qui se tiennent devant le groupe, devant l'infante? Alors moi, je pencherais, comme beaucoup d'ailleurs d'artistes plasticiens, pour le fait que le miroir reflète le tableau, et non pas le roi et la reine qui se tiennent devant. Pourquoi? Eh bien parce que Velázquez s'est quand même efforcé de respecter une certaine rigueur au niveau de la perspective, pour toute la construction de son tableau, une très grande rigueur même. Et si le miroir reflétait le roi et la reine qui se tiennent en réel dans la pièce, on aurait qui s'interposerait entre eux et le miroir le reflet du dos des ménines, des dames de compagnie, enfin des demoiselles d'honneur et de l'infante. Donc on les verrait devant le roi et la reine, et si on fait d'ailleurs une reconstruction en 3D de la scène, de la pièce, c'est immédiatement ce qu'on voit, c'est-à-dire que pour que le miroir reflète le roi et la reine à l'endroit du point de vue, il faudrait faire tourner le miroir de plusieurs degrés en horizontal, ce qui fait qu'il s'enfoncerait dans le mur déjà, ce qui n'est pas réaliste. Alors que spontanément, dans une reconstitution en 3D de la scène, et Philippe Comard l'avait fait en 78, mais en modèle réduit, en maquette, comme une œuvre d'art d'ailleurs, le miroir, spontanément, dans cette position actuelle, reflète plutôt le tableau, qui est devant Velázquez, que le roi et la reine qui sont devant. Alors bien sûr, on peut contre-argumenter en disant oui, mais Velázquez, ce qui lui importe, c'est comment on va dire, c'est le jeu conceptuel. Donc il ne se préoccupe pas, ou il triche pour
mettre le roi et la reine devant. Alors oui, mais c'est curieux qu'il serait rigoureux pour toute la construction géométrique du tableau et perspectif du tableau, et il perdrait cette rigueur précisément dans ce qui fait le cœur même de l'âme du tableau, c'est le jeu de reflets en arrière-plan. Alors l'autre mise en abîme intéressante qu'il y a dans ce tableau, alors qui elle est un peu discutable, sans doute moins pertinente que le jeu sur le reflet, ce sont les tableaux que vous voyez en arrière-plan. Donc là, quand j'ai fait cette reconstruction, je n'ai pas respecté la lumière de Velázquez, ce côté très assombri, j'ai plutôt reproduit le lieu tel qu'il devait être à l'époque, en fonction des informations qu'on a. Donc vous voyez les deux tableaux qui sont au-dessus, on sait ce que sont ces tableaux, puisque il y avait un inventaire de l'Alcazar. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des copies de tableaux de Jordaens et de Rubens, faites par le beau-fils et élève de Velázquez. Et ces deux tableaux mettent en scène en fait des histoires des métamorphoses d'Ovide, où des humains sont rentrés en compétition artistique avec les dieux. Et ils ont été tellement plus doués que les dieux que ça a provoqué la colère, les foudres divines, et ça s'est très très mal passé pour Marsyas, entre Marsyas et Apollon, et Arachné, qui donnerait son nom aux araignées, une fileuse qui donnerait son nom aux araignées. Et on peut, effectivement, certains chroniqueurs peuvent se dire qu'il y a là aussi une sorte de clin d'œil conceptuel assez vertigineux, de Velázquez, qui lui aussi, bien qu'il s'associe, je dirais, à l'ensemble des gens qui suivent la cour, puisqu'il fait partie du personnel de la cour, avec les nains, avec les gardes du corps, les dames de compagnie. Il va être anobli. On sait que Velázquez va être anobli 4 ans plus tard, 4 ans après avoir peint ce tableau, et on peut imaginer que Velázquez est en train d'exprimer ce jeu de l'artiste qui est en compétition avec les dieux qui sont le roi et la reine, et qu'il pourrait y avoir une sorte de clin d'œil complice entre Velázquez et le roi à ce niveau-là. Mais la facture, le traitement graphique de Velázquez, si vous regardez le tableau original, le traitement graphique met en évidence qu'il n'a pas accordé beaucoup d'importance au tableau en question. C'est-à-dire, ils sont extrêmement sombres, à peine ébauchés, et il a fallu pas mal de déductions et d'enquêtes pour les identifier. Donc ce n'est pas du tout certain que ce jeu de mise en abîme soit fait consciemment, en tout cas, de la part de Velázquez, ce jeu de mise en abîme sur le divin. L'autre élément important dans ce tableau, qu'il faut que j'aborde quand même, parce que c'est une des choses qui intrigue beaucoup dans le tableau, c'est la croix. Vous voyez sur le plastron de Velázquez, si on se rapproche de Velázquez, il a la croix de l'ordre de Santiago. Alors l'ordre de Santiago, c'était un ordre de noblesse, un peu similaire en fait aux Templiers. C'était un ordre militarisé, religieux militarisé, similaire aux Templiers, mais qui a été plus ou moins dissous quelques années après que les Templiers eux-mêmes aient été dissous, et qui n'est plus qu'un titre honorifique à l'époque. C'est-à-dire l'ordre de Santiago, c'est un titre de noblesse honorifique, dont Velázquez sera gratifié, je crois, un an ou l'année de sa mort. Donc il est anobli 4 ans après avoir peint les Ménines, et il sera donc décoré, on peut dire, de l'ordre de Santiago juste avant sa mort, et on pense, la légende raconte que cette croix aurait été peinte par le roi lui-même, tellement il était proche de Velázquez. Mais ce n'est pas du tout certain que ça soit une réalité. Alors bon, il y aurait énormément d'autres choses à dire. Juste pour revenir sur Arachné, sur quand même cette mise en abîme par rapport au tableau, il faut quand même savoir, donc je l'ai mis là sur le côté, que après avoir peint les Ménines, Velázquez a fait un tableau représentant justement aussi le mythe d'Arachné. Ce qui conforterait l'idée qu'il y a quand même un jeu de mise en abîme conceptuel et culturel lié à la mythologie dans ce tableau des Ménines. Une autre anecdote importante, alors qu'il ne faut pas que j'oublie non plus de vous dire, c'est par rapport à... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est pas très grave. De toute façon, ce tableau est extrêmement informé. Alors,
pour jouer en fait au niveau technique quand même, pour symboliser le miroir, enfin pas pour symboliser, mais pour matérialiser le miroir. Comme les cartes graphiques pour l'instant ne sont pas capables de faire des effets de miroir, ne sont pas dans les MMORPG, j'ai tout simplement reconstruit la scène, vous voyez, derrière, en arrière-plan, à l'envers, hein, en symétrique, ce qui fait que ça donne l'effet miroir dans le miroir. Et c'est aussi pour ça que vous ne vous reflétez pas. Et sinon, alors maintenant on va venir sur le tableau que peint Velázquez. Hein. Quel est ce tableau que peint Velázquez? Alors c'est aussi très intéressant, c'est que ce tableau n'existe pas. C'est-à-dire il n'y a pas pour l'instant de trace d'un tableau de Velázquez représentant côte à côte le roi Philippe IV et la reine Mariana d'Autriche. Par contre, il ressemble beaucoup, c'est-à-dire cette esquisse un peu floue qu'on voit en fond, ressemble beaucoup à deux tableaux qu'a peint Velázquez. Alors d'abord, il y a un tableau de Mariana d'Autriche qu'il était sans doute en train de peindre en même temps qu'il terminait les Ménines, puisqu'il date de 1657, je crois. Donc il y a un tableau de Mariana d'Autriche qui ressemble beaucoup à ce tableau-là, et un vieux tableau, un ancien tableau qu'il avait déjà fait de Philippe IV dans la même position. Donc on peut penser que donc ce que reflète le miroir est un compositing, non pas à partir de personnages réels, mais à partir de tableaux qu'il a déjà fait ou qu'il est en train de réaliser. Voilà. Alors justement, pour jouer avec Velázquez, pour continuer cette mise en abîme temporelle qui s'est inscrit dans notre histoire de l'art, j'ai créé ici là un dispositif. Alors si vous vous retournez, vous pouvez le voir. J'ai créé ici un dispositif qui va vous permettre, si vous le voulez, de mettre en place votre avatar dans le tableau de Velázquez. Alors vous voyez, au sol, il y a une pose ball. Si vous cliquez dessus, alors sur le côté gauche c'est le roi, sur le côté droit c'est la reine. Si vous cliquez dessus, vous prendrez la position du roi et de la reine dans ce dispositif, et en vous mettant dans l'axe, vous verrez, vous pourrez prendre un snapshot, un cliché de votre écran, où vous êtes mis en scène sur le fond du tableau peint par Velázquez dans les Ménines. Et donc c'est un jeu de mise en abîme ludique qui fait réponse au tableau de Velázquez, à ce fameux tableau des Ménines que j'adore et qui est vous comprenez, un des chefs-d'œuvre pourquoi c'est un des chefs-d'œuvre de notre histoire de l'art, tellement il est riche d'informations, l'art étant, de mon avis, le plus haut niveau, l'un des plus hauts niveaux de traitement de l'information de l'humanité. Et ce qui caractérise l'humain, selon justement Norbert Wiener, la cybernétique, c'est le traitement de l'information, la complexité du traitement de l'information de l'humain.